Alors, il y a l'agence Info Libre qui pose une question. C'est la première fois qu'on les voit. Ils disent, oui, peut-être, ça doit être les vrais, j'imagine, je sais pas. Raphaël, tu ne doutais pas que l'interview de Canal+ était un piège. France 2 nous avait proposé de collaborer au reportage sur la quenelle. Heureusement, nous n'avons pas donné suite car nous sentions que ça sentait mauvais. Oui, après ça c'est une question de choix personnel, je pense. Tous ceux à qui on a demandé, Paul-Éric Blanc-Rue, là j'apprends ce soir Meta TV, Ouais. ou d'autres, bon, ils ont fait leur choix. Certains ont dit non, d'autres ont dit oui. Par exemple, Soral avait dit oui à BFM TV, Dieudonné avait dit oui à Causeur, je crois, Ouais. récemment. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein, et puis après avoir dit non aussi à plein d'autres. Après, c'est un choix. Mais Par c'est vrai exemple, que ils partent mal intentionnés. On se dit que ce mec-là, enfin, Un moi des je sais jour- pas, je présume, tu vois, parce un que des journalistes, Larry Wiesman, un des journalistes d'Agence Info Libre avait, à l'époque où il était au Cercle, avait répondu avec moi favorablement à l'interview des Inrecuptibles, oui, c'est vrai, oui. donc, et non des moindres parmi ces journalistes. Ouais. Donc voilà, après c'est une question de choix. Certes, on peut considérer que c'est une erreur, d'autres considérer que c'est pas une erreur. Encore une fois, moi j'ai pas eu de retour négatif. J'ai pas eu de retour négatif dans le sens où on a été choqué par tes propos. T'as l'air d'être un antisémite ou un judéo omnubilé par les juifs. Non, Ouais. j'ai jamais eu de retour comme ça. J'ai eu que des gens, des retours négatifs de ce style-là. C'est pourquoi t'as accepté. Pourquoi t'as accepté? Parce que cette interview, tu pouvais te douter qu'ils allaient un peu te voilà. manipuler sur Donc cette il y en a affaire, hein. qui ont conclu qu'on voulait se faire de la pub. Il y en a qui, oui, il y avait un côté opportuniste. C'est-à-dire que nous, quand on fait un média alternatif, comment dire, on se veut complémentaire des médias mainstream, voire même faire un travail différent. C'est-à-dire que nous, on fait un travail de réinformation, on va particulièrement appuyer là où on estime que eux désinforment. Voilà. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on a autant parlé de la quenelle, alors que finalement ça a très peu d'importance par rapport au nombre de SDF ou au nombre de C'est chômeurs clair, en France. ouais. Voilà, mais c'est un moment où eux en parlaient d'une manière folle, et nous on a essayé d'apporter un petit peu de raison dans ce débat. Maintenant, j'ai essayé d'y aller peut-être naïvement. Est-ce que j'ai fait une erreur d'y aller? Non, mais par contre j'ai fait certaines erreurs dans mes réponses. Là, ça, je veux bien reconnaître que par exemple, quand il m'a amené sur le terrain du judaïsme, j'ai mal répondu. J'ai pas été très malin, j'ai été naïf, quoi. J'ai répondu de bonne foi à un moment où j'aurais dû être intelligent. Voilà, ça oui, à la 27e minute, donc comme un des journalistes de l'agence Info Libre me l'avait fait remarquer, à la 27e minute très précisément. Donc ça oui, effectivement. Ah oui, Voilà. alors on nous dit aussi, alors ça c'est Metasman, pas la gauche, pas la droite, pas l'extrême gauche, pas l'extrême droite, on fait quoi? On vous attend, on vous écoute, on vous regarde, on vous lit. J'ai toujours pas la réponse, merci d'apporter les solutions. Alors moi j'ai pas la prétention d'apporter des solutions. Par contre c'est vrai que ça on l'a annoncé dans notre charte, et certains ne sont pas d'accord d'ailleurs au sein du cercle, ça fait débat, mais il y en a beaucoup qui sont d'accord, c'est pour ça que j'en parle. Moi personnellement je crois pas en la rue, c'est-à-dire je crois pas en une révolution violente, je crois pas au grand soir, mais je crois pas non plus aux urnes, puisque les urnes pour l'instant sont piégées avec la domination des médias mainstream. Ouais. Donc la première chose à faire, bien évidemment, c'est réinformer. C'est tout ce que font les médias alternatifs, mais aussi il y a l'éducation populaire. Ça peut passer aussi par l'art, la musique, enfin bref, par le bouche à oreille. Il y a plein de formes pour réinformer. Ça passe aussi par les journaux papier, parce que le web c'est une chose, mais les journaux papier ont aussi une autre fonction, ils touchent d'autres publics, les journaux papier alternatifs. Donc ça passe par là. Donc si on se dit ni les urnes ni la rue, il reste quoi? Moi je pense que les citoyens devraient s'organiser en constituante. Organiser une constituante, pas forcément comme le dit Étienne Chouard, hein. Moi je suis pas un adepte de toutes ces thèses par rapport au tirage au sort, mais je considère que puisque le système va tellement mal, il faut aller au fond des choses, et que finalement seule une constituante permet de remettre tout à plat, tout à zéro. Et y compris les règles démocratiques. Et bien gravé dans le marbre, notamment, que le quatrième pouvoir, qui n'est pas nommé, qui s'appelle les médias, puisqu'on a le pouvoir judiciaire, exécutif, législatif, le quatrième qui est les médias et qui finalement aujourd'hui domine les trois autres, et qui, bien sûr, le tout étant dominé par les lobbies financiers et les lobbies quels qu'ils soient, voilà, il faut nommer ce quatrième pouvoir et dire qu'il est vraiment important qu'il soit indépendant, en tout cas pour tout ce qui est information et notamment information pendant les élections. Il faut que ce soit que des chaînes indépendantes, des journaux indépendants. Il y en a aujourd'hui très peu, ce qui pose problème d'ailleurs justement. Et voilà, qu'ils puissent relayer ces débats-là, parce que sinon aujourd'hui c'est trop orienté. On est un peu presque à la préhistoire d'une nouvelle ère médiatique, un peu quand même, oui. qui est un peu
j'ai presque envie de dire, une espèce de nouvelle naissance de chaînes de télévision, de nouveaux médias. Voilà, alors tout le monde se dit bonsoir à l'agence Info Libre, tu vois, il y a 40 000 messages. Il aurait fallu venir, les gars, hein, vous avez invité, parce que vous voyez, les gens auraient été très contents de vous accueillir ici. Et voilà, on précise pour Solène qu'elle est malade, hein, quand même. Oui, Solène est malade, oui, Solène est malade. Excusez. Voilà. Mais d'ailleurs, je fais un petit coucou. Moi aussi, je suis un petit peu malade, je sais pas si ça s'entend, mais peut-être un peu moins, donc voilà, j'essaie d'être pas trop endormi. Non, ça ira. Mais tu vois, quand même, voilà, au niveau de de cette bataille de l'information, par exemple, là, sur cette affaire de théorie du genre, ils sont perdus quand même, enfin, puisque tout est venu d'Internet. C'est-à-dire, ils ont fait un battage médiatique après que l'information a dû tourner déjà depuis longtemps sur Internet. Alors moi, je vais pas trop m'exprimer sur la théorie du genre parce que non, bien sûr, mais je parle du fait médiatique, quoi. J'ai pas trop suivi l'affaire pour être très honnête. Ouais. J'ai pas trop suivi, donc j'aime pas trop m'exprimer sur des choses que. Mais sur le fait médiatique en soi, tu vois que les médias se sont emparés d'un coup de cette affaire. Regarde, en plus là, ils suivent une logique. Ils se sont attaqués à Farida Belgoul. Voilà, c'est la seule chose que j'ai suivie et que je trouve dégueulasse, c'est d'avoir nommé ces deux femmes qui font un travail qu'on a le droit de contester, mais qui sont des personnes qui sont engagées et qui sont respectables. Et voilà, je trouvais ça hallucinant qu'on s'en prenne comme ça médiatiquement. Parce qu'on les achetait en pâture, c'est comme si là, on prend ton nom, puis demain, t'es sur toutes les télés. Ouais, Raphaël Berrand, fasciste, antisémite, négationniste, limite, il donne ton adresse, il monte ta photo, machin. Quand on regarde le parcours de ces deux femmes, il y en a une qui a fait partie de la Marge des Beurs, qui était une des initiatrices, l'autre qui est une historienne de renom, et voilà, qui est très respectable. Voilà, donc c'est vraiment surréaliste. J'ai vu une des questions. C'était Raph, que pensez-vous du nouveau média TV Liberté, TV Liberté, né de la Manif pour tous? Alors, moi, je trouve que leur discours est intéressant sur la plaquette, c'est-à-dire qu'ils expliquent que c'est le moment de lancer une web TV. Moi, je suis d'accord avec ça, c'est le moment. Par contre, le positionnement idéologique, je pense qu'il va être très pro-FN, puisqu'il y a quand même plusieurs gens qui sont proches du FN. C'est Robert Ménard, je crois, qui est à la tête de cette télé. Et il y a Émeric Choprade, moi, qui est un géopoliticien que j'apprécie beaucoup. J'apprécie son courage, notamment quand il était en poste, qu'il a eu le courage d'écrire le livre Chronique des chocs des civilisations, que ça lui a valu. Il a rejoint le Front National. Voilà. Par contre, son choix de rejoindre le Front National, moi, c'est pas du tout un choix que je ferais. C'est-à-dire que le Front National peut paraître comme être la seule alternative au système. Pour moi, c'est que ça reste une fausse alternative. Parce que lui aussi, c'est un poids lourd quand même. Oui, tout à fait. Ça a été une belle prise, presque, j'ai envie de dire. Et il anime, je crois, il va animer donc une émission de géopolitique sur cette chaîne. Donc l'émission risque d'être intéressante. Après, il faudra toujours, quand on regarde cette chaîne, non, ce ne sera pas TF1, ce ne sera pas Canal+, ce ne sera pas les multinationales qui seront représentées, mais peut-être que le point de vue du FN sera plus prégnant que d'autres points de vue, ou peut-être que certaines problématiques seront traitées plus souvent que d'autres. Il faudra peut-être garder un sens critique par rapport à cette chaîne. Ah ouais, parce que là, on dit ça. Alors, que pensez-vous de l'idée de faire des citoyens des propriétaires des médias et les journalistes seraient payés par l'État? C'est Libre Penseur qui nous dit ça. C'est une piste de réflexion. Oui, c'est une piste de réflexion. Après, moi, je pense que c'est plus important que déjà les avocats soient payés par l'État, que le système bancaire soit en partie public, notamment parce que prêter finalement pour l'économie ou pour les pauvres gens, c'est un métier trop important pour laisser ça aux classes aisées, qui en font un business et qui se soucient peu de l'intérêt commun. Et les avocats, pour avoir une vraie justice, que ce ne soit pas la justice du plus riche, que les avocats soient payés par le gouvernement, ça permettrait d'éviter qu'il y ait une justice à deux vitesses. Et puis presque pour eux, parce que tu sais, il règne une injustice fondamentale chez les avocats, parce que c'est très difficile d'obtenir un cabinet, ça se transmet, etc. Moi, je suis pas extrémiste. Pour répondre à la question encore plus directement, je pense qu'il faudrait garder une pluralité, qu'on autorise des médias de divertissement qui soient privés. Oui, il y a une part libérale aussi, je suis assez d'accord, sinon ça respire pas. Pour les médias d'information, et notamment pour ceux qui ont le droit de traiter de politique, en tout cas de faire les campagnes des élections, c'est-à-dire d'inviter des candidats aux élections pendant la période électorale, préélectorale, la période de campagne, et notamment la période de campagne médiatique, parce que c'est déjà abordé, mais il faudrait que ce soit abordé encore plus d'une certaine manière, où seuls les médias qui ont des capitaux indépendants, qui n'appartiennent pas à un groupe, que leur budget de fonctionnement dépende à moins d'un tiers de la publicité, en tout cas à moins de 50%
et à plus de 50% finalement de leurs abonnés, de leurs dons, etc., de leurs ventes en kiosque, de leurs vues, per-view, etc. Et moins possible par de la pub. Sinon, c'est pas possible. S'ils sont trop dépendants de la publicité, ils peuvent pas prétendre à l'indépendance. C'est pas possible. Et il y a des journaux qui existent, comme Le Monde Diplomatique. Aujourd'hui, Le Monde Diplomatique, qu'on aime ou pas sa ligne éditoriale, moi je suis pas d'accord avec 100% de ce qu'ils disent, mais quand même, ils ont quand même un point de vue qui est très, très différent de la plupart des autres journaux papier, mainstream. Voilà, c'est un journal qui détonne parce que, justement, il est indépendant financièrement. Et ça change tout au niveau des médias. C'est-à-dire qu'après, on reste des êtres humains. C'est-à-dire que, voilà, le cercle des volontaires va peut-être voir les trucs d'une manière, certains trouveront bobo, ou je ne sais quoi, ou voilà, ou un peu citoyen du monde, même si on a une cocarde tricolore, on avance masqué. Mais après, d'autres sont peut-être plutôt classés un peu à droite, d'autres médias libres, etc. Voilà. Mais c'est pas un souci, vu que les choses sont dites librement, c'est-à-dire sans aucune contrainte, même pas une contrainte finalement d'argent. Ouais, parce que c'est ça, quoi. Il faut vraiment aucune contrainte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Raphaël et Tepa, il faudra organiser un référendum que l'on choisisse ou à l'argent de la redevance télé, aux chaînes publiques ou aux médias alternatifs, lancer une pétition sur change.org. Bah non, mais ce serait pas objectif, ce serait à vous de lancer une pétition, de s'emparer, parce que de nous lancer une pétition pour nous-mêmes, c'est... Non, mais c'est vrai que de toute façon, quand on voit les aides à la presse, même la presse papier, quand on voit que Picsou Magazine et des trucs comme ça, ou Télé 7 jours, oui, Télérama, machin, des dizaines de millions pour voilà, et que le Monde Diplomatique c'est 2 millions par exemple, voilà. Le Monde Diplomatique je le dénonce justement, qu'il y a un peu de gabegie là-dedans. Et ça, vous avez parfaitement raison. Bien sûr, ce serait plus logique que nous qui faisons ce travail-là, on ait le droit à une part de votre argent, parce que c'est pas leur argent, c'est le vôtre. Donc ce serait plus logique, parce qu'effectivement, vous versez de l'argent, voilà, pour Télérama, pour je ne sais quoi, des journaux qui n'ont absolument aucun intérêt, en tout cas d'un point de vue culturel, scientifique ou quoi, économique, politique, rien, quoi. C'est des programmes télé, quoi. Alors je voudrais revenir sur deux choses, justement l'importance des médias alternatifs, mais surtout au-delà de ça, de tous les citoyens, que ce soit des gens qui soient actifs ou pas, qui suivent un peu, beaucoup les médias alternatifs, c'est qu'on a tous un pouvoir de contamination, comme dit Étienne Chouard, mais je ne parle pas de constituante, je parle vraiment là d'information au sens large, que ce soit par rapport à la malbouffe, les OGM, enfin tous les sujets qui concernent l'alimentation et la santé, que ce soit tous les sujets qui touchent l'environnement, que ce soit le 11 septembre, que ce soit, voilà, je ne vais pas tous les faire, mais il y a plein de sujets. Il y a énormément de sujets sur lesquels on peut commencer à tirer la pelote de laine et à se rendre compte que l'envers du décor du système, quoi. Voilà. Et on a tous un pouvoir de contamination, donc il ne faut pas avoir peur de temps en temps d'avoir des discussions où on se dit voilà, mon frère ou mon collègue ou mon père ou mon fils, ou enfin je ne sais, ou mon voisin ne comprend rien à ce que je lui dis, etc. Déjà, il ne faut pas essayer de tout expliquer d'un seul coup, mais par contre il faut se rendre compte qu'on donne un point de vue. Après, libre à la personne de le recevoir ou pas, mais c'est aussi une graine qu'on sème. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle va pas se rendre compte tout de suite que, peut-être dans 3 mois ou 3 ans, elle va pas se rendre compte que finalement on avait raison. Et parce qu'on aura été plusieurs à lui semer des graines, voilà. Et peut-être ce sera telle graine qui va germer par rapport à telle problématique, parce que la personne a des enfants, bien sûr, à tout ce qui est alimentation, et aux allergies, toutes les nouvelles allergies, etc. Mais parce qu'ils se refusent d'aborder certains thèmes, certains sujets, quoi. C'est ça, j'ai l'impression que les médias indépendants, on ne se pose pas de limite de base, parce que... Enfin, les limites voilà, de la loi, évidemment, voilà. Mais je veux dire... Le temps, parce qu'on a... Voilà, des limites de temps, on a des contraintes techniques, mais je veux dire, on n'a pas cette espèce de frein de se dire, bah non, ça, on n'en parle pas, parce que, justement, non... ça va nous mettre mal avec l'industrie agroalimentaire. Voilà, il y a ça. Même des fois tout bêtement parce que ça va pas nous rapporter d'audience. Ouais. Mais ça les gens s'en foutent, donc on va pas en parler. Ça nous, au contraire, je sais très bien que vous invitez des fois des invités, vous dites voilà, il va faire beaucoup moins que d'habitude, ou que si on invitait tel ou tel, mais c'est culturel. Il a quelque chose de vraiment important à dire, c'est le seul à dire, ou alors on lui donne pas assez la parole, voilà. Tout à fait. Il illustre parfément ce qu'on aimerait mettre en lumière, tac, on l'invite. Voilà. Et nous c'est pareil, on fait des interviews, des fois on sait pertinemment que ça va faire que quelques centaines de vues. Voilà. Bien sûr qu'on aimerait que ça touche le plus de monde possible, mais après on propose, puis les gens disposent. Ouais, mais en plus des fois, on voit bien, on met le pied sur certaines choses. Moi je repense par exemple à l'interview de Bruno Boulefcade qui avait été réalisée par quelqu'un qu'on connaît, Thibaut d'ailleurs, on le salue, à Lons-le-Saunier. Et ça a été le point de départ,
de Bruno Golovkin. Après, il a enchaîné, etc., machin, etc. Ça a été le point de départ. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'actualité, quoi, qui se vit par Internet, qui vit sur Internet. Et eux ne font que suivre, parce qu'ils sont devenus suiveurs. On voit bien que c'est plus nous qui les suivons maintenant, c'est eux qui sont obligés de nous suivre. C'est vrai. Donc là, mais les choses changent, quoi. C'est-à-dire que les rapports de force, les lignes de rapports de force changent. L'agence Infolibre le montre, voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'AFP. Même moi, à mon petit niveau, enfin le cercle des volontaires à notre niveau, par rapport à Ariel Wiesman, bon, il fait partie de la nouvelle édition, ça s'appelle, sur Canal+. Ouais, bien sûr, ouais. Et j'ai regardé sur Facebook, par curiosité, leur page Facebook, ils ont 25 000 fans. Nous, on en a 10 000, voilà. Et alors qu'on n'a pas du tout la même puissance de feu médiatique, ni financière, etc. C'est ça qui leur fait peur. Ouais, c'est ça. Donc après, voilà. Alors j'ai vu quelques questions à Moros, qui disaient des nouvelles de Goïdorak. Alors bon, pour l'instant, malheureusement, ce projet est en suspens, puisque il y avait moi et un autre collaborateur, qui est son pseudo, donc c'était French Connection, que je salue au passage. Qui est plus disponible en ce moment, donc c'est vrai que comme on fait ça bénévolement, voilà, c'était très drôle ça. C'est aussi dépendant des fois de notre disponibilité, quoi. Et alors, on me dit, j'ai vu récemment l'antenne du Cercle en Belgique, est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus? Ouais, et alors juste avant je réponds, le monde Diplo ça appartient pas au monde de Eurasien, non, c'est distinct, hein, c'est vraiment distinct. Mais par contre il y a après Manière de voir, et un autre qui m'échappe également, des hors-séries quoi, qui paraissent par rapport au monde Diplo. Donc la question par rapport c'était la Belgique. Alors la Belgique, donc ça fait un moment déjà que Anas, voilà, qui est un de nos anciens quoi, au cercle, quoi, il fait un travail régulier, voilà, plusieurs articles vidéo. Et bon, c'est vrai que bon, puisqu'on a commencé à passer une vitesse supérieure depuis qu'on a branché les pubs YouTube sur notre chaîne, on a commencé à avoir quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros qui arrivaient régulièrement sur le compte. Donc de l'association qui s'appelle Les Amis du Cercle des Volontaires, qui est distincte de notre organisation, qui reste une organisation informelle. Et là, effectivement, on a commencé à pouvoir acheter un petit peu de matériel, donc un caméscope pour Paris, un caméscope pour Bruxelles. Donc ça a dopé un petit peu l'équipe là-bas. Donc il y avait déjà 3-4... Parce que c'est marrant, j'ai vu avec le logo belge et tout. Ouais, tout à fait. C'est sympa. Donc il y avait 3-4 volontaires déjà en Belgique, un peu répartis sur tout le territoire, et puis dont Anas à Bruxelles. Et puis là, c'est vrai qu'il a recruté quelques nouveaux membres récemment. Et voilà, des membres qui sont présentés de manière spontanée. Hein. Et donc du coup, on s'est dit autant mettre la Belgique à l'honneur, puisque depuis qu'il y a cette caméra, Anas l'a bien fait chauffer, il a fait plusieurs interviews assez intéressantes, dont celle de Laurent Louis, publiée récemment. Franchement, excellent quoi, parce que les Belges, c'est un peu nos alter ego. Alors, ce sont les plus nombreux à nous regarder à l'étranger, hein, parce que il y a tous les francophones nous regardent, mais les Belges, vous êtes numéro 1. Hein. Après, il y a les Suisses, il y a les Canadiens, et après, il y a tout le Maghreb, Algérien, Marocain. Ils sont nombreux, hein, il y en a pas mal même sur le chat. Donc on vous salue les Belges, parce que ce sont nos alter ego. À chaque fois, je trouve, il y a une espèce de continuité entre ce qui se passe en France et toujours les répercussions qu'il y a sur la Belgique, quoi. C'est inévitable, quoi. C'est un peu, je sais pas, le grand frère et le petit frère, quoi, ou, tu vois, la même famille, quoi. Alors nous, on est très heureux à chaque fois qu'il y a un volontaire justement d'un pays étranger, comme par exemple le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie qui nous rejoignent. Donc il y a un professeur algérien qui est un universitaire d'un âge assez respectable, qui écrit dans nos colonnes depuis assez longtemps. Il y a un Marocain qui vient tout juste de nous rejoindre il y a quelques semaines. Voilà, donc on est très content parce que après ça apporte un point de vue aussi, notamment sur les problématiques nationales d'Algérie ou du Maroc, qui sont des points de vue de gens qui connaissent vraiment bien le fond du dossier, quoi. Plutôt qu'un point de vue de Paris, d'un mec comme moi qui va lire 2-3 trucs et qui va donner son avis. Non, là c'est vraiment des gens qui sont dans le cœur du système. Ça ne veut pas dire qu'un étranger n'a pas le droit de donner son point de vue, qui sera un point de vue avec un autre éclairage justement. Mais le premier point de vue à écouter d'abord, c'est des gens qui sont du pays, quoi. Je pense. Alors attends, une dernière question, parce que c'est bientôt l'heure de la pause. On la réclame, tu vois, on dit poster, tu sais, ils ont l'habitude, ça y est, qu'ils sont... Ah oui, poster. Ils sont réglés sur la poster, attention. Alors on nous dit, Papa Raphaël, ne poussez-vous pas que l'étranglement du peuple à tous les niveaux n'est pas une stratégie fomentée par un groupe de personnes qui viendraient comme un BHL en pleine guerre civile nous dire à nous pauvres petits peuples, je vous comprends, voilà comment on va vous sauver. Bon, ça c'est une question très compliquée à répondre. Ouais, très compliqué. Mais c'est plein de sens, hein, effectivement, d'organiser un ordo ab chaos. Hein, on connaît la formule, hein, on organise le chaos pour ensuite se poser en sauveur. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas besoin de penser à ça pour de toute façon se bouger le cul, entre guillemets, pour que ça change. Exactement, bien sûr. C'est que rien qu'on voit la direction dans laquelle va le système, peu importe s'il y a un dessin caché de quelques familles qui soit
noir, et qui soit, voilà, pour parler clairement, quoi. Peu importe si les Illuminati existent ou pas, pour lâcher un mot, allons-y, puisqu'on est dans le complotisme. De toute façon, le système est suffisamment vicié pour qu'on fasse tout pour le changer et immédiatement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Alors moi, juste avant la pause, je reviendrai sur l'idée de constituante, c'est-à-dire que la constituante, il faut absolument qu'elle soit précédée de cahiers de doléances, mais pas des cahiers de doléances comme le parti de centre l'a proposé récemment, pas un truc de parti organisé par le système, pas du tout. Non, des vrais cahiers de doléances qui soient à la fois manuscrits et informatisés via Internet, pour pas exclure ni les vieux ni les jeunes, voilà, et qui durent pendant une certaine période, quoi. Pas juste 3 mois, mais peut-être 6 mois, 9 mois, voire 1 an, quoi. Il y a un truc où on pourrait vraiment recueillir les vraies doléances du peuple, c'est-à-dire les préoccupations. Voilà, on se rendrait compte que c'est d'abord le travail, le logement, la nourriture, les soins, la santé, quoi. Des choses de base, l'éducation, etc. La sécurité, voilà, des choses basiques, quoi, qu'on demande à un état de droit. Et puis bien sûr la liberté d'expression, le respect de la volonté populaire aussi, ça c'est très important. Très important. Le respect du peuple et le respect de la volonté populaire. Voilà, donc, et puis bien sûr, plus de justice sociale, plus de justice économique, quoi, parce que les écarts de salaire sont devenus complètement déraisonnables, quoi. Et les gens ne comprennent pas, ils ont raison de ne pas comprendre, c'est inhumain. Comme disait d'une certaine manière le présentateur de Ce soir ou jamais, Frédéric Taddy, ça se trouve dans 100 ans, on regardera notre civilisation actuelle comme une civilisation barbare, qui laissait crever les gens de faim dans la rue alors qu'il y avait des étalages avec de l'abondance, etc. Bah, j'espère bien que... Faut pas que ce soit BHL qui écrive l'histoire. C'est pour ça qu'il faut qu'on gagne. Non, si c'est lui qui écrit l'histoire, on est mal barré. Oui, c'est sûr. Mais quand on le voit en Ukraine, avec tous ces tics, bon, je vais pas parler d'occultisme, mais ceux qui s'intéressent un peu à la franc-maçonnerie, aux sorties de corps, peuvent se dire que certains tics sont liés à certaines réintégrations de corps, voilà, qui se passent mal, quoi. D'accord. Bah, on lui souhaite tout le malheur du monde. On va... Pas forcément. Alors, je suis méchant. Qu'il arrête de nuire. C'est alchimique. Qu'il arrête de nuire. Je me transforme. On va faire la pause, il est temps de boire du thé. On revient juste après. Vous restez connectés et vous posez les questions. À toi, Steph, à vous la régie. Yes, merci. Voilà, de retour après ce petit intermède. Voilà, un petit débrancheur en exclu. C'est sorti il y a 10 minutes. Vous voyez, c'est tout chaud, tout frais. C'est comme chez le boulanger, là, quand vous arrivez avec le pain chaud le matin, ben voilà. Ça, c'est du tout frais, voilà, exclusivité. En tout cas, gros big up à lui. En plus, c'est marrant, t'as vu, il a repris une vidéo du cercle. Oui. Ça, c'est l'alchimie, ça, ouais, c'est les éléments. Et c'est sur le thème des médias. Et c'est sur le thème des médias. Surtout. Attends, on pouvait pas être en plus en phase, quoi. C'est dans l'air du temps. Comme quoi, on est en phase, vous voyez, on est complètement en phase. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petites questions et ça débat pas mal sur le chat. Vous êtes assez nombreux en plus. Apparemment, il y a quand même pas mal de monde. Les Illuminati ne sont rien que la branche franc-maçonnique exportée sur le continent américain après son indépendance. Les mecs, ils ont des... Il y a beaucoup de complotistes. On est très branchés. Sur Illuminati, on en a parlé déjà ici, il y a une émission avec Dalancourt, ça a fait scandale. Alors moi je suis pas spécialiste là-dessus, par contre je renverrai sur un bouquin de William Guicard qui s'appelle Des pions sur l'échiquier, Pawns in the Games, qui est assez intéressant sur la question. Et puis sinon, je renverrai également sur une bande dessinée, co-scénarisée par un des membres du cercle, Cyril Romano, et la bande dessinée s'appelle Les portes de Shambhala. Et donc parle effectivement de sujets comme ça. De sujets comme ça, ouais, un peu. Parce que ces sujets-là, aujourd'hui, ils sont un peu tournés en dérision. On a du mal à en parler sérieusement. Et Aleister Crowley, pour ceux qui connaissent, Aleister Crowley apparaît donc dans la bande dessinée Les portes de Shambhala. D'accord. Le personnage. Ouais, d'accord. Voilà. Non, mais c'est vrai. Ça se passe à cette époque-là, justement. Parce que ces sujets-là, c'est vraiment des sujets presque proscrits aujourd'hui, parce qu'on est arrivé au point que, ils paraissent presque ridicules, alors que c'est très sérieux finalement, ça existe. Bien sûr, tout à fait. Donc ce qu'on appelle la magie, magie noire, magie blanche et toutes les autres magies. Voilà, donc après on peut parler de tradition aussi spirituelle, ancestrale, c'est-à-dire les chamans, il y en a eu dans plein de civilisations. Dans toutes les civilisations, voilà, on y croit, chez les aborigènes, chez les indiens, chez les machins. Nous, dans notre civilisation, on est coupé ça, donc après on y croit pas. Après, dans certaines religions, c'est un petit peu proscrit. Dans certaines parties de l'islam, on proscrit la sorcellerie. Aussi, dans une partie du christianisme, on proscrit un peu tout ça. Et puis, peut-être certains sont appropriés, quoi. Certains hautes personnes dans le clergé, ou peut-être certains francs-maçons se sont
arroger donc certains pouvoirs magiques. Après on y croit pas, hein, bien sûr, après moi je ne demande pas aux gens d'y croire. Puis c'est un sujet sur lequel, encore une fois, j'ai des connaissances très modestes. Donc, c'est un sujet qui est intéressant, puisque on est dans un monde qui manque cruellement de magie, d'onirisme. Et voilà, c'est très intéressant d'aller vers l'ésotérisme, d'aller vers l'occultisme. Pas forcément pour rentrer en franc-maçonnerie, hein, quoique en plus on ne devient pas le diable en devenant franc-maçon. Hein. Voilà, il faut se méfier de tous les amalgames et de toutes les condamnations en bloc. Mais par contre, effectivement, ça pose problème dans un système qui est une république, une démocratie, une république en tout cas, qui se veut un petit peu franc-maçonne dans ses acquis sociaux, et dans ses fondements même, dans sa devise républicaine, égalité, fraternité et liberté. Bon, déjà la liberté et l'égalité, pour ceux qui réfléchissent un petit peu, c'est presque deux concepts antinomiques, puisque c'est au nom d'une certaine égalité qu'on va rogner sur les libertés, et c'est au nom d'une certaine liberté qu'on va rogner sur l'égalité, si on y réfléchit. Et finalement, après la fraternité, c'est bizarre de recréer une autre fraternité au sein de la fraternité républicaine, qui est censée être faite de tous les citoyens. C'est bizarre de recréer une fraternité de gens peut-être qui se croient supérieurs, qui partagent un certain savoir entre eux, sur lequel d'ailleurs ils doivent garder le secret. C'est un petit peu ça qui gêne par rapport à d'autres religions qui sont révélées à tout le monde. N'importe qui veut savoir les enseignements de telle ou telle religion, normalement, il y accède, c'est public. Là, bizarrement, c'est caché. D'ailleurs, un petit peu aussi comme c'est en scientologie, mais pour d'autres raisons, parce que la scientologie, c'est vraiment, là pour le coup, une secte marchande, on va dire, même si elle incarne un certain pouvoir, mais bon, voilà. Et par contre, la franc-maçonnerie, voilà, on y entre, parfois par altruisme, je dirais par philanthropie, parfois par quête spirituelle, quête personnelle, parfois par affairisme, hein, on peut le dire. Mais on n'y rentre pas forcément pour de mauvaises raisons, au contraire. Mais après, derrière, c'est dans les hauts grades que des fois des choses pas nettes peuvent se passer. On a l'exemple de certains procès qui se passent mal, et on sait pourquoi. Voilà, après, toute l'administration n'est pas corrompue, Dieu merci. Mais c'est vrai que quand on place certaines personnes à certains endroits, il y a des dysfonctionnements, que ce soit dans la police ou dans la justice. Et c'est très préoccupant, parce que tout à coup, ça devient un petit peu le rouleau compresseur qui se met contre soi, et quand on raconte ça, on nous prend pour un fou, voilà. C'est des sujets tabous presque un peu. Bien sûr, c'est vrai. Et oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, la franc-maçonnerie a beaucoup de mal à reconnaître leur rôle dans la Révolution française. Aujourd'hui, ils reconnaissent à peu près leur rôle dans la République, mais ils ont du mal à reconnaître leur rôle même dans l'organisation même de la Révolution française. Alors qu'à une époque, il y a un siècle, ils le clamaient de manière beaucoup plus libre. C'est vrai qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui ont fait que ils se sont remis à se cacher, alors qu'à une époque ils se cachaient plus. Là aujourd'hui à nouveau ils se remontrent. Ils sont vraiment au grand jour là, j'ai envie de dire. Alors justement, j'ai vu, il y a pas mal de questions, tu as vu, il y a même des questions un peu plus personnelles, j'ai envie de dire. Je sais pas, t'as envie de répondre à ça ou pas? Pourquoi pas, moi je suis ouvert. C'est Jamelito, il demande donc Jonathan, chien avant, Symphonie, pas trop déçu. Je pense que c'est d'abord à lui de répondre à cette question, c'est-à-dire est-ce qu'il est heureux chez Infolibre? J'ai l'impression que oui. Donc déjà c'est une bonne chose, si étant chez l'agence Infolibre il est en accord avec ce qu'il veut faire, réellement, c'est parfait. Après bien sûr que nous on a perdu un élément qui était très prolixe, qui faisait peut-être 50% ou les 2 tiers de nos vidéos, je le dis sans souci, à une époque, il était très actif. Donc voilà, maintenant, ça laisse aussi maintenant peut-être la place plus à d'autres volontaires aussi de s'exprimer plus par les vidéos. Voilà, on voit des nouveaux volontaires qui publient plus régulièrement des vidéos. Et c'est le cycle de la vie, donc il est parti. Bon, j'ai perdu aussi un ami dans cette histoire, ça je le regrette un peu, mais bon, c'est la vie aussi, quoi. Bon voilà. Alors, on nous dit, le FN a le rôle du méchant, mais oui, il fait partie du théâtre. Ça c'est pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, un petit peu sur le rôle d'épouvantail du FN. Épouvantail consentant. Consentant. Gaspard Tacu, j'ai exactement émis le même avec toi sur le FN. Pour moi, le FN est celui qui a le rôle du méchant. Il y a vraiment pas mal de gens qui sont d'accord avec cette idée-là. Et pourtant, c'est un parti qui cesse de monter, qui n'arrête pas de monter, quoi. C'est ça qui est assez incroyable. Alors pour revenir un petit peu sur le sujet de la constituante, parce qu'on nous en a parlé aussi. Et donc des cahiers de doléances, moi il y a quelques personnes, quelques présidents que je trouve quand même plutôt vertueux, même s'ils ne sont pas parfaits dans leur genre. Il y avait Hugo Chavez, et il y a également Evo Morales qui est en Bolivie. Et donc lui, j'avais lu un petit bouquin sur son accession au pouvoir.
Et en fait, ça a été précédé de 10 ans de travail de syndicats, de gens qui justement n'ont peut-être pas écrit au sens strict des cahiers de doléances, mais en tout cas ont vraiment recueilli les souffrances et les besoins vraiment réels du peuple. C'est-à-dire qu'ils étaient au contact des ouvriers, au contact des paysans surtout, et aussi en contact un peu des gens des villes. Et voilà, donc ils ont pu comme ça comprendre vraiment les aspirations du peuple et proposer un programme qui soit en phase avec les aspirations du peuple. Et c'est là où effectivement après il y a pu avoir une nouvelle constitution, quelque chose de vraiment de grand, fait par Evo Morales. Mais bon, moi pour l'instant je ne crois pas vraiment en les partis politiques parce que j'ai pas rencontré de parti politique qui incarnait vraiment une constituante, quoi. Il y a eu comment on arrive? Parce que le là, Front de gauche qui proposait une constituante. tu vois, moi les constituantes, ça me fait penser à Chouard, quoi. Ça me Bien fait sûr. parce que Chouard, il parle du même truc. Pour Il moi, dit, le suffrage, c'est pas une panacée à l'heure actuelle, puisqu'on a vu que les médias avaient encore une grosse influence. Mais le tirage au sort, ça fait peur aussi à certains. C'est peut-être pas non plus une panacée. C'est-à-dire, c'est peut-être pas non plus. les gens sont le meilleur effrayés. truc. Autant dire, quand tu leur dis tirage au sort, tout le monde saute sur sa chaise. Ils se disent, Voilà. oui, on te donne toujours le même argument, mais tu vas tirer un gros connard, tu vas tirer un Capone, tu vas Plutôt tirer... que de décider comment va Boubou. fonctionner la démocratie, pourquoi déjà ne pas essayer de discuter de comment va fonctionner la constituante, comment on va élire les constituants? Parce qu'on va élire un certain nombre de personnes qui vont réécrire la constitution. Mais est-ce qu'on les élit ou est-ce qu'on les tire au sort? Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas les deux pour mettre tout le monde d'accord? C'est-à-dire une partie, voilà, une constituante bicamérale, comme on dit pour un jargon technique avec 2 chambres, donc une tirée au sort et une élue. La tirée au sort représenterait un échantillon représentatif du peuple, dans ce qu'il a de normal, de très bien représenté, et l'autre moitié tirée au sort représenterait ce que le peuple s'imagine être le meilleur de lui-même, que ce soit vrai ou pas, en essayant de faire une campagne qui soit la plus honnête possible et le plus avec des médias alternatifs et indépendants en tout cas possible. Voilà. Et puis que tout le monde puisse se présenter. Et voilà. Et Parce que, en restreignant aussi par parce que rapport. le vote de départ, là où c'est biaisé, c'est qui se présente. Alors que dans le tirage au sort, tout le monde se présente. Par définition, fait. c'est beaucoup plus libre. Ça, c'est vrai. Alors que à dans fait. le vote, qui se présente, c'est compliqué, Et quoi. faire des collèges aussi, c'est-à-dire plutôt voilà, par secteur. On élit des gens par secteur. Comme ça, on peut élire par exemple des gens comme voilà, Marie-Monique Robin sur des sujets qui touchent à l'écologie, ou Pierre Rabhi, on peut élire des gens de la société civile sur tel ou tel domaine. Étienne Chouard sur refondre un peu, faire partie de ceux qui ont pensé la refonte de la démocratie, etc. etc. Donc élire une Dream Team, vraiment. Et les gens, à la limite, ne voteraient pas forcément pour tous les postes, ils voteraient sur ceux pour lesquels ils connaissent des bons candidats. On n'est pas obligé de voter sur tout et de donner son avis sur tout et n'importe quoi. Bien sûr. Voilà. Et donc la partie tirée au sort, par contre, ça représenterait le peuple, mais dans ce qu'il a le bon sens du peuple. C'est-à-dire que la partie élue pourrait proposer des nouvelles lois ou proposer des nouveaux articles pour la Constitution, et ceux qui seraient tirés au sort pourraient valider ou non ces articles-là. Ces articles-là. Ok. Fonctionner comme un Oui, voilà, tribunal populaire. bien sûr, bien sûr. Donc il y a tout un tas de pistes, voilà, Explorables. explorables, Moi, explorables. je Mais parle de comment ça on sans arrive? idée. Alors moi, ma question de base, parce que je poserais la même question à Chouard, mais c'est comment on arrive à mettre en place ce système constituant? Ben, par définition, ça peut difficilement venir des institutions même, parce que sinon, on va faire une 5e République bis. C'est pour ça que j'ai très peur d'une constituante instaurée même par Mélenchon, on pourrait croire que c'est une bonne idée. Mais à mon avis, si Mélenchon organise une 6e République, voilà, j'ai fait un lapsus. Et il organiserait même pas une constituante, il organiserait une 6e République. Voilà. L'idée serait pipée. Ouais. Voilà, donc l'enjeu c'est que ce soit le peuple qui la prépare. En même temps, donc ça veut dire qu'on sort du biais légal, parce que voilà, je crois pas non plus à un homme, un parti, pour l'instant en tout cas il n'y en a pas. Et malgré le respect que je dois à plein de partis petits qui essaient de s'en sortir et qui proposent des idées honorables, comme le parti du vote blanc, ou l'UPR, ou plein d'autres, voilà, peu importe. Le MPEP, le POI, voilà, j'en citais plein pour pas être taxé d'être pro d'un seul voilà. parti. Mais il n'y en a aucun qui a un programme global et qui propose principalement une constituante, c'est-à-dire, voilà, j'ai pas réponse à tout en tant que parti, en tant qu'homme providentiel ou je ne sais quoi, mais je propose quelque chose de global qui s'appelle une constituante, où on met tous les crayons sur la table et avant de faire cette constituante, on recueille les doléances du peuple. Voilà. Et on a une feuille de route, c'est-à-dire plus qu'une feuille de route, on a un cahier des charges. Les constituants, ils n'arrivent pas là pendant quelques jours à les s'enfermer, ils écrivent ce qu'ils veulent. C'est pas de la poésie. Non, il y a un besoin, il y a urgent du peuple et il faut y répondre concrètement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met comme droit et devoir de base dans la Constitution, voilà, par rapport aux libertés principales et l'égalité, l'équité minimum qu'on se doit par dignité humaine.
voilà, par respect de la dignité humaine. Mais Des choses comme ça. arriver au pouvoir, ça va être compliqué, quoi. Ça va être très compliqué, puisque justement, l'idée c'est de pas faire un grand soir. Mais en même temps, si on passe pas par la voie légale, c'est passer entre les deux, sur un fil de rasoir. Donc effectivement, c'est un fil de rasoir. C'est-à-dire, dès qu'on va aller trop d'un côté, le système va avoir beau jeu de radicaliser le mouvement et de créer des heurts. Et là, les forces de l'ordre vont répliquer à une révolution violente. Et quelque part, voilà, dans un système, c'est logique. Et c'est pas le but. Parce que voilà, le peuple, il n'a pas les armes. Et le but, c'est pas que le peuple prenne les armes. Sinon, ça va être on un bain pourra de sang. avoir les deux réactions, Ça va être un bain de c'est-à-dire, sang. ouais, t'as raison, Et- il y a le et bain de de- sang. et de l'autre Dans côté- le truc, on pourrait dire, au lieu de faire un putsch justement violent, parce que on peut voir la solution inverse, la grève générale totale. On Voilà. refuse tout. La On refuse désobéissance civile. désobéissance civile totale. La désobéissance civile fait partie de ce fil de rasoir qu'il faut garder. C'est-à-dire, je suis résistant, mais pas de manière violente, au sens je ne vais pas tuer quelqu'un, je ne veux pas commettre un attentat, parce qu'on vit en France. On est dans une certaine réalité où la violence ne se justifie pas. Par contre, la désobéissance civile massive, et je dirais même inventer une autre réalité. C'est-à-dire qu'on n'aime pas cette réalité-là, mais on n'attend pas que ce soit les politiques qui trouvent une solution. On l'a fait nous-mêmes, on se met d'accord, on discute, au-delà de nos différences, on se serre la main. Donc, au-delà de réinformer, la deuxième étape, c'est l'unité du peuple. Il nous divise pour mieux régner. On le sait bien, gauche contre droite, mais à tous les niveaux. Ça peut être même un peu riche contre pauvre. Ça peut être les juifs contre les musulmans, ou Bien les sûr, bien religieux sûr, bien contre sûr, les athées, oui, à oui. plein de niveaux. Les jeunes contre les vieux, etc. Les sans-papiers contre les travailleurs immigrés en règle, les étrangers contre les Français. Ils n'arrêtent pas de nous diviser. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est de se refonder en tant que communauté, en reconnaissant déjà qu'on est tous ensemble, qu'on partage tous déjà la même langue. Voilà, on a tous une identité multiple, hein, que ce soit familiale, on appartient à telle ville, etc. On soutient tel club. Voilà, on est de telle région, on vient du Pays Ouais, Basque, bien etc. sûr, ouais. On est de telle nationalité, on se sent aussi un peu européen, on se sent appartenir à la communauté francophone. Voilà. Et puis on fait partie de l'espèce humaine, voilà, donc c'est comme des poupées russes, on a des identités qui sont multiples. C'est un peu ridicule d'en mettre une en avant, mais c'est aussi le choix de chacun. On a le droit aussi, à un moment donné de sa vie, de dire voilà, c'est celle-là ma principale identité. Tant que c'est pas dans un déni de celle de l'autre, tant que c'est pas pour dire les autres qui font pas comme moi, c'est de la merde, ça va. Voilà. Bah là, par exemple, on nous dit par rapport à la constituante, jamais l'État ne laissera se développer si cela va prendre du temps. Je me répète, nos enfants ne nous appartiennent plus et la laïcité est une religion. Le pouvoir est sans pitié et n'hésitera pas à écraser tout ça. On fait partie de l'Union Européenne, bientôt on sera avec les Américains dans le marché transatlantique. Hein, ouais. Le temps que ça marche, la constituante, on sera en échange libre avec la Chine. Faut être réaliste, ceux qui sont en face ne sont pas des temps et on n'a rien à foutre de nous. C'est Schnapp qui nous dit ça. Non mais il n'a pas tort, c'est-à-dire que l'urgence de la situation voudrait qu'on prenne les armes tout de suite. Oui, mais alors, c'est Mais pour en ça même temps, qu'il y a deux solutions. C'est soit on y si on va, regarde on toutes les les révolutions, démonte, soit le on problème, fait une grève, je sais pas. c'est que quand on regarde l'histoire, toutes les révolutions violentes, quasiment toutes, elles ont été récupérées. Celles qui ont marché, comme celle d'Evo Morales, elles ont pris un peu de temps. Ouais. C'est-à-dire que voilà, il y a un moment où, effectivement, il ne faut pas attendre qu'on soit 51% de Français à vouloir une constituante pour la faire. Par contre, il faut attendre quand même d'être 5, 10, 15, 20, 25%, d'avoir une légitimité populaire, c'est-à-dire la minorité active et consciente, il faut qu'elle soit unie et agissante. Voilà, c'est très important. Et donc je parlais de la deuxième étape, c'est de l'unité, c'est-à-dire retrouver une certaine unité pour pouvoir faire. Parce que sinon, si on reste divisé dans des anciennes logiques, bien sûr. gauche, droite, etc., dans des vieux schémas, non, l'urgence c'est de changer le système de fond en comble, parce qu'on est d'accord qu'il y a trop d'inégalités, il y a trop de social, il y a trop dans la répartition des richesses, etc., dans la répartition du travail, dans les logements, dans l'accès à la nourriture, les soins, etc. Mais c'est flippant. Moi qui ai connu, j'ai un certain âge, j'avais 35 ans, bon je suis pas très vieux, mais j'ai connu le monde déjà il y a 15 ans avant l'euro, mais Ça la avait France, rien à voir. elle avait rien à voir. Elle avait rien à voir. Et donc c'est pas une question d'être nostalgique, c'est une question de comprendre comment marche le système. Une fois qu'on comprend vraiment comment marche la création monétaire, des sujets qui sont peut-être rébarbatifs pour des gens qui ne s'intéressent pas à l'économie, et c'est normal, moi avant ça ne me passionnait pas des masses, mais à force de... Parce que mon premier message sur Canal+, un petit clin d'œil aux internautes, un petit scoop, c'était il y a une dizaine d'années, une émission, voilà, c'était Morad qui animait ça, bon, sans intérêt, mais voilà, il recrutait du monde dans la rue et j'avais accepté de venir pour parler. On parlait du sujet de son choix, donc certains parlaient d'un artiste, certains parlaient d'eux-mêmes, de leurs propres chansons. Moi j'avais choisi de parler du FMI. Et je dénonçais le FMI parce que j'avais lu un petit peu sur la crise d'Argentine, etc. Et je dénonçais ce que faisait le FMI. Et bon, c'était avant la crise. Et voilà, donc les sujets à dénoncer, ils sont multiples, mais il faut inventer une autre réalité.
Donc aussi, on n'est pas d'accord avec le système, donc la troisième étape, c'est favoriser les débats sur les alternatives. Ça ne peut pas être un gars qui décide pour tout le monde. Non, il faut que ce soit un contrat social. Donc pour qu'il y ait un contrat social, il faut qu'il y ait un débat social. Et donc pour ça, il faut valoriser, il faut que les médias, les différents médias alternatifs, organisent plein de débats avec des gens qui sont plutôt des gens qui sont proches des idées des tenchoirs et d'autres qui sont des idées contraires, et à tous les niveaux. Voilà, qu'on puisse débattre des sujets sur la table, vraiment, et qu'on ose inviter des gens qui ne sont pas d'accord, et qu'eux osent venir.